Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on se retrouve avec Adrien Jalabert, qui est développeur à Viséo Lyon. Il va nous parler d'un sujet qui est important pour lui, vos données valent de l'or et comment les protéger. Donc, il nous a promis que le talk ne dépasserait pas les 40 minutes. On va voir. On va le challenger. N'hésitez pas à poser des questions en fin de talk, hein. Vous avez l'onglet questions-réponses. Adrien y répondra à la fin du talk. Du coup, bonjour Adrien. Merci Sylviane. Donc effectivement, aujourd'hui je vais vous parler donc de données personnelles. Donc en fait au quotidien on utilise de nombreux outils numériques, nos smartphones, nos ordinateurs, nos objets connectés, et chacun des clics que l'on va faire, chacune de nos photos, de nos vidéos, chacune des publications sont stockées, souvent utilisées, parfois sans que l'on s'en rende compte. Donc on va vraiment s'intéresser aujourd'hui donc à tout ce qui touche au niveau donc des données personnelles et au respect de la vie privée dans le secteur du numérique. Nous allons voir ensemble ce qu'est une donnée personnelle, comment elles sont collectées, les différents risques, et puis enfin différentes stratégies pour essayer de se protéger. Alors selon la CNIL, une donnée personnelle correspond à toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. Donc ça peut être une photo de soi ou de ses enfants, de sa famille, l'empreinte digitale qu'on utilise pour déverrouiller son smartphone, son numéro de téléphone pour prendre rendez-vous chez le médecin. Ça peut être sa géolocalisation sur le smartphone pour trouver ses enseignes préférées à proximité. Ça peut être son numéro de carte bancaire, de sécurité sociale, son adresse IP, etc. Il y a donc parmi ces données, des données donc, personnelles dites sensibles, hein, c'est-à-dire qu'il est interdit de les recueillir ou de les exploiter, sauf dans des cas très spécifiques. Donc, par exemple, les opinions politiques, les convictions religieuses, les données de santé, les données génétiques, l'ADN, etc. En revanche, les données, enfin les coordonnées d'une entreprise, donc l'adresse postale de Viséo par exemple, le numéro de téléphone du standard, l'email de contact générique, toutes ces choses-là ne sont pas des données personnelles. L'identification d'une personne physique peut être réalisée soit à partir d'une seule donnée, donc par exemple le numéro de sécurité sociale, ou alors le nom, par exemple, le nom et prénom, ou bien à partir d'un croisement d'un ensemble de données. Donc par exemple ici, une personne qui habite Lyon, bah, c'est une personne c'est-à-dire que de façon isolée n'est pas forcément un problème, pas directement identifier la personne. En revanche, plus on récolte de données, et ce qui peut constituer un problème de confidentialité. L'identification d'une personne en croisant du contexte et de la nature du service numérique que l'on utilise, c'est notamment pour exhaustive de ce qui est une donnée personnelle. Ça dépend donc du contexte. Hop. Il y a également donc parfois une confusion entre ce qu'est l'anonymat et le pseudonymat. Donc l'anonymat en référence à l'état donc de ne pas être identifiable ou identifié, c'est-à-dire de se cacher derrière une identité secrète. Donc ainsi, si on anonymise pardon, des données, il ne s'agit plus de données personnelles, puisqu'elles sont plus identifiables. En revanche, le pseudonymat fait référence à l'utilisation d'un nom d'emprunt, par exemple un pseudonyme, pour cacher son identité réelle. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous n'utilisez pas votre vrai nom, enfin vous pouvez, mais voilà, vous pouvez aussi utiliser un pseudonyme. Cependant, il est toujours possible d'identifier donc la personne en croisant les données. Donc il s'agit encore d'une donnée personnelle. Donc à votre avis, comment sont collectées les données? Donc il existe de nombreux moyens pour les collecter. Elles peuvent être récupérées de façon directe, c'est-à-dire directement à partir des déclarations d'une personne, ou bien de façon indirecte, entre guillemets, à son insu. Donc les données collectées de façon directe peuvent concerner donc, tout ce qui va être les formulaires, lorsque vous créez un compte, par exemple, sur un service en ligne. Ça peut être lors d'événements, lorsque vous répondez à un jeu concours ou à un sondage, lors d'une inscription à une carte de fidélité, ce genre de choses. Cela concerne aussi donc le domaine professionnel, par exemple lorsque les ressources humaines vont vous demander des informations pour mener un entretien d'embauche. Les données collectées de façon indirecte peuvent concerner par exemple tout ce qui va être les objets
connectés que vous pouvez avoir donc, chez vous. Donc, par exemple, le frigidaire qui va connaître vos habitudes alimentaires, ou bien la télévision qui connaît vos différents goûts, selon les émissions que vous consultez. Il y a également donc, un moyen donc, de caméra de vidéosurveillance. Également, donc, il y a des techniques pour collecter les données de façon qui sont plus, plus techniques, donc les cookies, tout ce qui va être bibliothèque logicielle, et également différents mécanismes de suivi, donc de tracking. Je ferai dans les slides suivantes un petit focus sur cette partie-là. Et il y a également donc, des données qui sont collectées de façon indirecte par des tiers. Donc, par exemple, lorsque vous partagez votre liste de contacts sur cette plateforme, mettons WhatsApp, en fait, vous partagez aussi à Facebook l'ensemble des numéros de téléphone de vos proches, même si ces mêmes personnes n'ont pas de compte sur WhatsApp, par exemple. Enfin, les données peuvent être également collectées via des failles de sécurité, des brèches, des fuites ou des arnaques. Donc les cookies, à la base, c'est simplement un fichier qui est stocké sur nos appareils, sur le navigateur Internet par exemple, et qui permet de mémoriser différentes informations, par exemple lorsqu'on est connecté sur un site web, pour stocker les différents articles dans votre panier d'achat. Cependant, l'usage du cookie a été détourné pour faire de la publicité. Donc, grâce aux cookies, on peut suivre notamment l'activité des utilisateurs, sur leur comportement, leur centre d'intérêt. Donc, par exemple, c'est ce qui est utilisé pour tracer les recherches que vous pouvez faire sur certains moteurs de recherche lorsque vous n'êtes pas connecté à votre compte. Je vous invite notamment à regarder donc, le site qui s'appelle Pixel Tracking, qui contient de nombreuses informations sur la façon dont les cookies des fois sont collectés et parfois à notre insu. Donc les informations peuvent aussi être collectées via des bibliothèques. Donc là, j'ai un exemple tout récent qui date d'août avec la bibliothèque qui s'appelle Mock, qui permet de créer donc simplement des tests unitaires en .NET. Et malheureusement, cette bibliothèque faisait fuiter des adresses mail, donc les réactions ne sont pas du tout faites attendre, il s'agissait d'une maladresse, mais le mal était malheureusement déjà fait. Donc heureusement, comme il s'agissait d'une bibliothèque dont le code était ouvert, c'était open source, le problème a pu être rapidement identifié. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en tant que développeur aussi, c'est important de s'assurer que les bibliothèques qu'on utilise ne font pas fuiter des données, que ce soit les vôtres ou bien celles de vos utilisateurs. Et donc, j'en parlais, donc les fameux traceurs. Donc, vous avez par exemple ce qu'on appelle les pixels de tracking. Donc, sur certains mails en fait, peuvent en contenir. Et donc, grâce à ce dispositif, donc, qui est invisible, on peut savoir si vous avez, par exemple, ouvert ou non un mail. Il peut également y avoir donc, ce qu'on appelle des liens traçants, donc pareil dans les mails ou ailleurs. Et donc, ces liens passent par un site intermédiaire collecter différentes informations. Donc, par exemple, ici, on peut savoir l'origine du clic, est-ce que vous êtes passé depuis un mail ou depuis une application, la campagne marketing qui est liée, l'utilisateur, identifiant utilisateur, et ainsi de suite. Donc, pour mieux se rendre compte de la quantité d'informations que vous laissez sur Internet en utilisant les différents services, je vous invite à télécharger vos propres données. Donc, les grandes plateformes proposent un outil de téléchargement, Google, Facebook, Apple, TikTok, etc. Alors, à noter que ce n'est pas nécessairement le cas de toutes les entreprises. Elles ne sont pas obligées de proposer une plateforme pour directement télécharger vos données. En revanche, elles ont l'obligation de répondre au droit d'accès aux données par n'importe quel moyen. Et donc, je pense que vous serez assez surpris par la quantité d'informations que les entreprises possèdent sur vous. Mais pourquoi diable on collecterait les données personnelles? Quel est l'intérêt pour les entreprises? Donc évidemment, de nombreux services et applications qu'on utilise au quotidien sont gratuits. Donc les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, les sites de presse. Bon, en réalité, c'est un peu plus complexe. Vous connaissez certainement l'adage qui dit que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc cette phrase résume plutôt bien le fonctionnement actuel de nombreux services. Donc c'est bien l'exploitation et la revente de nos données qui permettent de rémunérer ces différents services qui sont en apparence gratuits. Donc les informations que l'on partage, ces différentes plateformes ont une grande valeur. Et donc, ces différentes plateformes vont enregistrer toutes nos interactions, les clics sur une vidéo, les passages les plus regardés, les likes sur un post, les mots-clés de recherche, les produits achetés. Et donc, tout cela leur permet en fait de créer un profil sur nous, de connaître nos centres d'intérêt, même de deviner parfois nos opinions politiques, nos croyances religieuses et d'autres informations plus sensibles. Toutes ces informations qui sont collectées sont analysées par des algorithmes, puis transformées en espace
publicitaires de contenu ciblé qui sont ensuite utilisés par les entreprises pour vendre des produits ou par des institutions pour effectuer du lobbying. Toutes les modalités de cette collecte et d'utilisation de nos données personnelles doivent être indiquées dans la politique de confidentialité. Au moment donc de la collecte de nos informations, il y a déjà un premier niveau d'explication qui doit être fourni à l'utilisateur pour lui expliquer de façon simple et concise la façon dont les données en fait sont collectées. Puis ce premier niveau renvoie vers la politique de confidentialité qui contient tous les détails. Donc malheureusement, ce premier niveau n'est pas toujours présent. D'après une étude menée par le Conseil irlandais des libertés civiles, la vente de nos données personnelles représentait un marché d'environ 117 milliards de dollars en 2021 dans le cadre des États-Unis et de l'Europe. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos données sont mises en enchère en temps réel, ce qui permet donc aux annonceurs, aux régies publicitaires, d'acheter donc une partie de nos données pour ensuite nous proposer du contenu ciblé. Et donc, d'après ce rapport, nos données personnelles sont mises en enchère au moins 376 fois par jour en Europe. Et aux États-Unis, où les réglementations sont moins strictes qu'en Europe, cela peut même monter jusqu'à 747 fois par jour. Et selon un dernier rapport de Meta, Facebook, la collecte de données personnelles leur rapporte environ 6 € par mois. Donc là, c'est pour un utilisateur européen. Les données qui sont principalement revendues concernent les sites qui sont visités, l'âge de l'utilisateur, son sexe et sa localisation. Et je vous recommande donc de visualiser l'émission Nos données personnelles valent de l'or par Cache Investigation si vous voulez un peu creuser le sujet. Certains et certaines pourraient se dire que c'est pas si grave que ces données personnelles soient revendues et utilisées et qu'elles n'ont rien à cacher. En fait, le droit au respect de la vie privée est vraiment inscrit dans la loi et de plus, il peut également y avoir donc une utilisation malveillante de données personnelles. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de les protéger. Donc il y a différents risques, par exemple des risques de vol d'identité. Donc il y a un documentaire notamment, donc l'enfer des vols d'identité, qui date de quelques jours à peine, qui retrace la vie de différentes personnes qui ont vu leur quotidien chamboulé lorsque leur identité a été dérobée. Il y a également des risques financiers, par exemple avec des campagnes de hameçonnage, des escrocs pourraient récupérer vos informations bancaires, donc ça peut être la carte bancaire, mais juste le RIB aussi, et vous voulez votre argent. Il y a également des risques d'atteinte à l'honneur et à la réputation, donc par exemple en mettant en ligne de fausses accusations ou bien en faisant de la vengeance pornographique. Donc, ça peut aussi s'agir de vraies images ou d'images générées par de l'IA. Il y a également des risques de harcèlement. Des personnes pourraient retrouver des informations vous concernant sur les réseaux sociaux, en faisant des recherches sur un moteur de recherche, ou via des fuites de données, d'où l'importance aussi de ne pas trop laisser d'informations de façon publique sur Internet. Et il y a également donc des risques de répression. Donc mettons, si un jour, ce que je n'espère pas, mais si un jour la France bascule dans un régime totalitaire, les forces de l'ordre pourraient utiliser donc nos informations personnelles pour identifier les opposants politiques et les réprimer, pour les réduire au silence et maintenir le régime totalitaire en place. Donc cela pourrait aussi concerner des journalistes qui seraient un peu trop curieux et des défenseurs des droits de l'homme. La répression peut aussi concerner donc des citoyens. Donc, par exemple, aux États-Unis, l'an dernier, la Cour suprême est revenue sur le droit à l'avortement. Et donc, des données personnelles qui étaient jusqu'alors totalement normales ont été utilisées à leur rencontre par les autorités pour identifier donc des femmes souhaitant avorter. Il y a également eu donc l'affaire Pegasus. Donc, c'est un logiciel espion qui est théoriquement prévu pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé, mais dont l'usage a été détourné. Donc cet outil exploite des failles de sécurité, par exemple sur vos smartphones, Android, iPhone, et est pratiquement invisible, puisque les failles ne nécessitent pas d'interaction utilisateur, pas besoin de cliquer sur un lien, par exemple. Donc cet outil a été utilisé de façon totalement illégale par certains États peu respectueux des droits humains pour surveiller des responsables politiques, des militants, des avocats, des journalistes et évidemment des défenseurs des droits humains. Et cela aussi concernait donc des Français et des Françaises. Voilà, donc c'est une affaire qui était qui reste assez préoccupante. Et puis, plus globalement, certaines de nos données sont revendues et exploitées par les entreprises. Donc, il existe véritablement des données, des bases de données en fait, qui regroupent l'ensemble des informations de personnes dans le monde et qui sont parfois exploitées par les entreprises de marketing ou des acteurs malveillants.
Nous pourrions également être séduits à l'idée de recevoir du contenu et de la publicité ciblée qui correspondent à ce que l'on apprécie. Donc là, j'ai pris une capture d'écran de ma page d'accueil YouTube et je vous invite aussi à faire l'expérience de votre côté, de comparer vos pages d'accueil de vos différents services, YouTube, TikTok et ainsi de suite, avec vos amis. Et vous remarquerez que le contenu affiché est sensiblement différent. Donc, malheureusement, ce contenu ciblé pose différents problèmes. Tout d'abord, un problème d'effet de bulle cognitive, c'est-à-dire à force de se voir proposer toujours les mêmes contenus, on se retrouve en quelque sorte enfermé comme dans une bulle. Et donc, cela peut diminuer notre capacité, notre curiosité, et notre capacité à nous informer avec d'autres sources. Et plus généralement, cela aussi peut réduire notre mode de pensée. Cet effet de bulle cognitive est plutôt dangereux, notamment pour les plus jeunes, pour nos enfants, pour nos adolescents, parce qu'ils auront moins d'opportunités de prendre du recul sur les différents contenus qui leur sont proposés en ligne et de développer un esprit critique. Il y a également donc un risque de manipulation psychologique, puisque plus on vous propose en fait, mettons un contenu avec une même opinion politique, par exemple, plus vous serez susceptible d'adhérer à cette même opinion. Par exemple, aux États-Unis, en 2014, de nombreuses personnes ont été influencées dans leur choix de vote d'élection par des algorithmes. Donc, c'était le fameux scandale Cambridge Analytica. Donc, le mode opératoire était le suivant. L'entreprise proposait un test de personnalité sur différentes plateformes contre une rétribution d'environ 5 €. Et pour répondre à ce test, il fallait se connecter à son compte Facebook. Et en faisant cela, en fait, ça a autorisé Cambridge Analytica à accéder à de nombreuses informations de votre compte Facebook, donc votre nom, les différents lieux que vous avez visités, l'historique de likes, les contacts et ainsi de suite. Et en croisant toutes ces données, il leur était possible donc de créer un modèle psychologique vous concernant, qui a été utilisé ensuite par le comité de la campagne donc, de Donald Trump, et également par les partisans du Brexit. Donc c'était en 2016 déjà. Et donc, de nombreux messages politiques ont été diffusés sur les téléphones de ces différentes personnes, par mail ou encore par des publicités Facebook. Et donc, pour des personnes qui étaient peut-être des électeurs, peut-être indécis, voilà, ces algorithmes, ils ont peut-être orienté vers un choix non désiré. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, peut-être se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, peut-être pour limiter un peu l'impact. Donc, je vais vous présenter différentes bonnes pratiques et différents outils. D'abord, il est évidemment important de garder vos outils et vos appareils à jour pour limiter donc l'exploitation et réduire la surface d'attaque informatique. Je vous recommande également de bien séparer l'espace personnel et professionnel, c'est-à-dire d'utiliser des mails différents, selon que ce soit donc des mails professionnels ou mails, des téléphones et même des numéros de téléphone différents aussi, des ordinateurs différents et ainsi de suite. Vous êtes contraint ou préférez utiliser par exemple le même smartphone professionnel et personnel. Vous avez aussi donc des mécanismes sur Android qui existent, donc ça s'appelle les work profiles et qui permettent donc de bien séparer les fichiers, les contacts, les applications dans deux espaces différents. Et donc ça, c'est important, par exemple, en cas de fuite de données, pour éviter que les données entreprises fuitent si vous avez une attaque personnelle et réciproquement s'il y a une attaque au niveau de l'entreprise. Il s'agit également donc de privilégier des outils, des applications de confiance. Alors évidemment, les applications open source dont le code est ouvert à lecture sont plus faciles à analyser. Donc pour s'assurer qu'une application est vraiment sécurisée de confiance, l'open source est plus pratique qu'un logiciel propriétaire. Pour autant, il existe aussi des organismes indépendants qui peuvent aussi attester qu'un code propriétaire est bon et sécurisé. Lorsque vous accédez à un service, dans la mesure du possible, essayez de ne pas créer de compte, ou connectez-vous qu'en cas de nécessité. Lorsque donc vous créez votre compte, lisez attentivement la politique de confidentialité, et peut-être même que, vu à tel point des fois elle est longue, peut-être que même ça pourra peut-être vous dégoûter et vous ne serez plus enclin à créer de compte. Questionnez aussi constamment la pertinence des différentes données qui vous sont demandées, et donc ne les donnez pas systématiquement. Parfois, dans certains formulaires, les données demandées ne sont pas toutes obligatoires. Soyez également très vigilant face à différentes plateformes, donc concours gratuits, tests de personnalité, et généralement toutes les plateformes un peu trop alléchantes qui pourraient vous demander beaucoup d'informations personnelles. Également, donc, renseignez vos informations sur des plateformes de confiance et dont la protection
est chiffré et sécurisé pour éviter que des tiers puissent récupérer les informations. Également, je vous invite aussi à payer pour accéder à des services plus respectueux de la vie privée. Donc en parlant d'outils plus respectueux de la vie privée, je vais en présenter donc plusieurs. Donc certains de ces outils sont payants. Donc tout d'abord, au niveau des navigateurs Internet, je vous déconseille l'usage de Google Chrome. Donc notamment, Google a développé récemment une API, donc ça s'appelle la Privacy Sandbox, qui vise à proposer une solution plus respectueuse de la vie privée pour remplacer les cookies qui en fait, vont disparaître. Et donc, si vous lisez un peu entre les lignes, en retirant un peu tout le superflu, en fait, voilà, il s'agit bien derrière d'un mécanisme qui est intégré directement dans votre navigateur pour dresser un profil sur vous, en votre historique de navigation, pour proposer donc du contenu ciblé. Et également, notre problème avec Google Chrome, donc c'est le manifeste V3. Donc manifeste, c'est pareil, des API qui permettent donc de développer des extensions de navigateur. Et depuis la V3, qui est peut-être certes plus sécurisée, de nombreuses extensions ne peuvent plus fonctionner correctement, notamment des extensions de bloqueurs de contenu. Donc évidemment, ce manifeste V3 n'est pas planté sur notre navigateur et la Privacy Sandbox non plus. Alors qu'est-ce que je vous propose? Brave, par exemple, ou bien Firefox. Et pour des utilisateurs plus avancés, je vous propose LibreWolf ou même Tor. Alors peut-être Tor plus à réserver pour plus pour des journalistes ou dans un pays où il y a une censure qui est exercée. Si vous pouvez également configurer vos navigateurs Internet, activer bien le mode HTTPS exclusivement, désactiver les cookies et plus globalement paramétrer les protections renforcées contre le pistage. Vous pouvez aussi désactiver certaines fonctionnalités qui ne sont pas utiles, pas toujours utiles comme le WebRTC. En matière d'extension, la NSA et le FBI recommandent l'installation de bloqueurs de contenu, donc par exemple uBlock Origin, Ghostery. Je vous recommande également Decentraland qui protège un peu plus du pistage, puisqu'en fait il permet de rediriger de nombreuses requêtes vers donc, des Content Delivery Network en localhost. Donc ça complète plutôt bien les bloqueurs de contenu habituels. Et puis également, je vous recommande l'extension NoScript qui permet vraiment de contrôler plus finement des scripts JavaScript qui vont s'exécuter ou non sur vos navigateurs. En matière de moteur de recherche, Google n'est évidemment pas le seul qui existe. Il existe de pléthore d'autres, donc comme Startpage, Search, DuckDuckGo, Mojic, MetaGear. Donc les modèles économiques sont diversifiés. Certains de ces moteurs de recherche sont payants, d'autres utilisent aussi un modèle économique donc de publicité mais qui n'est pas ciblé. Et donc la particularité de ces moteurs de recherche, c'est qu'ils ne vont pas enregistrer votre historique de recherche. Vous avez également CertXNG qui permet en fait de gérer vous-même sur votre propre instance de moteur de recherche sur votre serveur. Et le lien en fait permet d'accéder à des instances publiques. Au niveau des mails, donc il existe par exemple StartMail, ProtonMail et Data qui proposent donc un mail respectueux de la vie privée, dont les mails sont chiffrés et qui ont aussi généralement d'autres offres, par exemple le calendrier qui serait chiffré et ainsi de suite. Ces services proposent notamment parfois ce qu'on appelle des alias de mail. Donc le principe, c'est de ne pas directement utiliser son vrai mail lorsque vous connectez sur des plateformes, vous répondez à des sondages, mais utiliser un alias, donc un mail intermédiaire. Et donc l'intérêt et la force, c'est que si mettons votre mail fuite et revendu, et donc vous perdez le contrôle de votre mail, donc vous pouvez facilement identifier qui finalement l'a revendu et également bloquer finalement tous les spams ou hameçonnages que vous pouvez recevoir via ce mail. Et donc là notamment, Firefox Relay et Simple Login, qui a été racheté par Proton, proposent ce service. Et plus récemment, il existe enfin les alias de numéros de téléphone. Donc ça aussi c'est très pratique parce que il y a aussi pas mal d'abus avec les SMS. Et donc là aujourd'hui en France, j'ai vu que Firefox Relay proposait ce service. Alors, malheureusement pour l'instant, ce service est assez limité. Il s'agit en fait que d'un seul alias de numéro de téléphone par utilisateur. Donc c'est déjà un premier pas en avant, mais c'est clairement insuffisant. Donc également, tout ce qui va être le stockage de vos données dans le cloud. Donc il y a différents services qui proposent de les stocker de façon chiffrée. Donc Proton Drive, Mega, NordLocker, SkipDrive, Nextcloud et bien d'autres.
D'un point de vue donc, des messageries, hein, pour s'échanger des messages, je vous déconseille l'utilisation des SMS, ou alors uniquement si les données ne sont pas trop sensibles, mais plutôt privilégier donc un nouveau standard qui s'appelle donc le Rich Communication Services, donc RCS, qui propose un compromis où les données sont chiffrées. Je vous déconseille aussi d'utiliser les applications WhatsApp, Telegram, Messenger, où parfois les données ne sont pas toujours chiffrées et qui collectent donc, ces nombreuses informations et de nombreuses métadonnées sur vos différents messages. Même l'ANSSI avait déconseillé WhatsApp plus de 2 ans en arrière. Vous avez d'autres alternatives qui existent et qui sont plus respectueuses. Par exemple, Signal, hein, qui est plutôt un bon compromis pour le grand public entre respect de la vie privée et facilité d'utilisation, ou bien Jitsi, donc qui est open source et qui permet de faire des conférences vidéo, par exemple. Pour les utilisateurs plus avancés, vous avez des plateformes décentralisées hein, comme Session, Element, donc qui respectent encore plus la vie privée puisque vous n'êtes pas lié à un numéro de téléphone. Et pour les plus aguerris, vous pouvez même mettre en place votre propre serveur, donc XMPP, qui est un protocole de messagerie. Bon, même moi, je ne l'ai pas fait, hein, pour vous dire. Au niveau du chiffrement, la bonne nouvelle, c'est que nos smartphones sont déjà chiffrés. En revanche, ce n'est pas le cas parfois de nos ordinateurs ou bien de nos supports externes, donc USB ou disque dur. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser donc Sevensic, qui est un logiciel qui permet à la base de créer donc, des archives, donc de regrouper un ensemble de fichiers en un seul fichier, mais vous pouvez donc aussi les chiffrer. Et vous pouvez donc aussi utiliser donc d'autres logiciels comme VeraCrypt pour chiffrer une partition système, ou bien Cryptomator qui permet donc de chiffrer plutôt les données donc dans le cloud. Donc ça c'est utile si vous souhaitez continuer à utiliser mettons un fournisseur Google, Microsoft, ainsi de suite, mais quand même pouvoir y stocker les données qui sont sensibles en les chiffrant. Il existe également donc des pare-feux hein, qui permettent de faire du filtrage de noms de domaines, et donc notamment bloquer les domaines publicitaires ou de suivi, mais également des domaines malveillants ou de hameçonnage. Donc par exemple, grâce à ça, si mettons vous avez un lien sur un mail, vous cliquez dessus et en fait c'était une arnaque, et ces pare-feux peuvent vous protéger et vous empêcher d'accéder à l'arnaque, et donc de renseigner, mettons, sur un formulaire d'un escroc, vos informations personnelles. Donc pour tous les appareils, vous avez des solutions qui existent comme AdGuard DNS ou NextDNS qui sont en fait des solutions dans le cloud et donc qui se configurent facilement pour tous vos appareils. Mais vous pouvez aussi mettre en place, mettons avec Pacroll, votre propre serveur donc de filtrage DNS. Il existe aussi des applications qui peuvent s'installer directement sur vos smartphones, donc par exemple ici Android, comme Tracker Control, et donc vous pouvez vraiment contrôler finement quelles applications peuvent accéder à Internet ou non, et parmi ces applications, lesquelles peuvent accéder à quel nom de domaine ou non. Notre application existe, donc Crossing DNS, qui est plus avancée puisqu'elle propose les mêmes choses que Tracker Control, mais également d'autres fonctionnalités comme le DNS over HTTPS ou bien l'utilisation d'un VPN. Sous Windows, il existe aussi un outil qui s'appelle le Selfing Force Master qui est en bêta. Donc également pour se protéger, on peut aussi considérer l'usage d'autres systèmes d'exploitation qui intègrent pas de bloatware, pas de logiciels qui vont vous éviter cibler au rang de vos données. Donc par exemple, vous pouvez utiliser Ubuntu, donc une distribution Linux qui est plutôt facile à utiliser pour le grand public. Et pour les utilisateurs plus aguerris, vous avez également Q's OS qui permet en fait vraiment de mettre dans des conteneurs finalement chacune de vos applications. Donc c'est vraiment une application, un OS très sécurisé, ou bien utiliser Tails qui permet en fait d'utiliser un OS qui ne laisse pas de traces puisqu'il est exclusivement installé sur un support externe, par exemple une clé USB. Donc là c'est peut-être plutôt réservé à un usage pour les journalistes, peut-être s'il faut partager des fichiers sensibles dans des états respectueux des droits humains et de la vie privée. Donc sur les smartphones, par exemple Android, vous pouvez aussi installer d'autres OS, donc par exemple GrapheneOS et CalyxOS, donc ils n'intègrent pas les surcouches Google. Et donc c'est aussi important en tant que développeur de ne pas toujours s'appuyer sur les frameworks proposés par Google ou d'autres qui sont certes plus faciles à utiliser, mais qui sont peut-être moins respectueux de la vie privée. Il faut aussi laisser le choix aux utilisateurs et je pense notamment aux API d'attestation du smartphone qui sont proposés à la surcouche Google, mais pas forcément dans ce qu'on appelle les OS Android stock. Voilà, pour faire en sorte que nos applications puissent aussi fonctionner sur ces OS. On a aussi une responsabilité en tant que développeur par rapport à ça. En Europe, on a aussi la chance d'avoir des lois qui nous protègent. Donc, par exemple, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données,
est un texte de loi donc, qui a été appliqué en 2018 et qui vise vraiment à protéger les données personnelles des différents citoyens européens et de nous aider en fait à reprendre le contrôle de nos données et mieux responsabiliser les différents acteurs qui traitent des données personnelles. Donc ce texte s'applique à tous les organismes qui procèdent et qui exploitent des données personnelles, peu importe leur localisation géographique, ça peut être aux États-Unis, en Europe et ainsi de suite. Donc, ce RGPD vous donne le droit donc, à l'information, c'est-à-dire que d'être averti sur les différentes modalités de l'usage de vos données. Donc, il s'agit en fait de la politique de confidentialité que j'ai déjà évoquée. Et donc, grâce au RGPD, cette politique a été rendue plus facile à comprendre par toutes et tous. Vous avez également donc le droit d'accès à vos données. Donc, c'était le fait de pouvoir récupérer, de télécharger l'ensemble de vos données que l'entreprise possède et ce dans un format standardisé. Vous avez le droit à la modification, à la suppression de données. Donc, par exemple, si elles sont inexactes, vous pouvez les rectifier. Vous avez également donc le droit à la portabilité, c'est-à-dire le fait de transférer des données d'une entreprise vers une autre facilement. Donc, ça peut concerner vos photos, vos mails et ainsi de suite. Vous avez le droit donc à l'opposition, le fait de s'opposer à l'utilisation de ces données pour divers usages. Donc, par exemple, le fait de se désabonner de newsletters qu'on reçoit par mail. Et vous avez également donc le droit au déréférencement, à l'oubli. Par exemple, le fait de demander à ce que les moteurs de recherche ne référencent plus certains contenus qui peuvent vous porter préjudice. Alors, évidemment, tous ces droits ne sont pas absolus. Par exemple, le droit à la suppression peuvent vous être refusés pour des raisons légales. Par exemple, les entreprises sont obligées de stocker des fiches de paie pour certaines durées, ou les entreprises bancaires doivent aussi stocker des informations vous concernant pendant une certaine durée légale. Il existe également un véritable questionnement en matière de souveraineté numérique, puisqu'en fait la plupart de nos données sont stockées sur des serveurs aux États-Unis et là-bas la réglementation locale leur permet d'accéder à nos données, ce qui peut poser un problème. Et donc depuis plusieurs années, différents cadres se sont succédés pour mieux encadrer la protection de données personnelles en dehors de l'Europe. Donc c'est la façon dont les entreprises, notamment américaines, vont transférer et utiliser les données. Donc vous avez eu notamment donc, le Safe Harbor en 2015, qui a été donc invalidé par la Cour de la justice européenne avec le Schrems. Puis vous avez eu donc le Privacy Shield en 2020, qui a aussi été donc invalidé par le Schrems 2. Et plus récemment, vous avez eu donc le Data Privacy Framework. C'est un cadre qui fait débat puisque en fait il n'y a que le nom qui change entre donc le Privacy Shield et le Data Privacy Framework, et ce n'est vraiment pas une blague. Donc il est évident qu'une nouvelle invalidation est à prévoir, et donc c'est vraiment plus qu'une question de temps. Pour vous donner un peu de contexte, Schrems, en fait, ça vient de Max Schrems, un Autrichien qui milite pour la protection des données personnelles et de la vie privée. Donc, il est fondateur de DOIB, donc ma vie privée, donc is none of your business, il vient de là. Donc, c'est une organisation qui est spécialisée dans la protection de la vie privée, équivalente en France à la Quadrature du Net. Et donc, en fait, en portant plainte auprès des autorités, en fait, ils ont vraiment réussi à obtenir gain de cause. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il est vraiment possible aussi à notre échelle de faire réfléchir les différents cadres qui existent. Donc, si vous voulez, non pas un Schrems de 3, mais mettons un nom, une validation qui porte votre nom, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, il y a un véritable enjeu politico-stratégique. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi, nous, avec notre rôle de développeur et de créateur de plateformes numériques, de se renseigner, de bien réfléchir à quelle plateforme cloud on utilise et la façon et l'endroit dans les données sont stockées. Notre droit à la vie privée est vraiment un droit qu'il faut chérir. Par exemple, la Commission européenne travaille actuellement sur un texte qui s'appelle le règlement CSAR, aussi plus connu sous le nom de chat control. Et en fait, ce texte obligerait notamment différents
fournisseurs de contenu en ligne à détecter les contenus d'abus sexuels sur les mineurs en analysant les contenus, les fichiers des utilisateurs. Et puisque certaines applications utilisent du chiffrement, cela nécessite d'affaiblir le chiffrement. Et donc, bien que l'intention soit louable, ce texte pourrait en quelque sorte ouvrir la boîte de Pandore, et il ne fait aucun doute que d'autres usages et prétextes seront utilisés à l'avenir et ils sortiront du cadre initial. Vous avez également donc en France la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, qui est pavé de bonnes intentions, mais qui pose aussi quelques difficultés de mise en œuvre tout en respectant la vie privée des utilisateurs, notamment le fait de vérifier la majorité des utilisateurs donc sur les différentes plateformes. Certaines propositions paraissent quelque sorte disproportionnées par rapport au problème, mais surtout ce projet de loi devance des textes européens en matière comme par exemple le DSA, donc le Digital Service Act, il est possible qu'il soit annulé au profit du DSA. Également, il peut y avoir donc des erreurs humaines. Par exemple, le 13 mai 2023, donc c'était cette année, les adresses Telegram ont été bloquées par erreur en France pendant plusieurs heures. En fait, c'est la police qui avait transmis donc, à nos fournisseurs d'accès Internet une demande de blocage, mais elle s'était appliquée à l'intégralité des adresses donc t.me qui sont utilisées donc, par messagerie Telegram, et donc l'ensemble des liens de ce réseau, y compris voilà, des contenus qui n'avaient rien, mais vraiment strictement rien à voir avec des contenus pédopornographiques, ont été bloqués. Et donc cette erreur faisait vraiment tâche, surtout parce que c'était vraiment au moment où il y avait le fameux projet de loi qui visait à sécuriser et réguler l'espace numérique. Et notamment, ce projet de loi compte étendre ce mécanisme de blocage de contenu. Donc voilà, ça posait problème. Et puis un autre exemple, à la mi-novembre, voilà, donc ça date d'il y a à peine 2 semaines, un média d'investigation a révélé qu'il y a eu, et qu'il y a même encore actuellement, un abus d'utilisation de la vidéosurveillance. En fait, c'est la police qui utilise de façon totalement illégale un logiciel de reconnaissance faciale depuis 2015, voilà, depuis 8 ans. Donc ça s'appelle BriefCam, c'est un outil israélien. Et donc actuellement, une procédure de contrôle a été ouverte par la CNIL. Donc ensemble, nous avons vu ce qu'était une donnée personnelle, comment elles étaient collectées, les différents risques et les différents outils pour se protéger. Il faudrait peut-être chercher peut-être à moins dépendre de ces différents outils qui sont plus respectueux de la vie privée, voire peut-être même questionner le modèle économique actuel et potentiellement accepter de payer pour accéder à certains services plus respectueux. Donc là, par exemple, même Facebook, Meta s'y est mis. Il propose à ses utilisateurs un modèle sans publicité ni donc de tracking, mais à condition de payer 10 à 13 € par mois selon la plateforme utilisée, donc le PC ou le smartphone. Mais ce montant fait évidemment l'objet de critiques et pourrait être amené à être refusé par la Cour de la justice de l'Union européenne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'est vrai, il y a une latence de 30 secondes. J'en profite, j'ai également quelques liens annexes à vous proposer. Notamment, je vous recommande de visiter donc, le site de la CNIL, qui vous propose déjà de porter plainte, mettons si vous rencontrez une plateforme qui ne répond pas aux obligations légales, et également donc, de nombreux articles pour mieux connaître vos droits et vous renseigner. Donc là, avec en tant que, par exemple, que DPO, en tant que développeur, et par exemple ici, il y a notre lien pour créer vos propres produits qui sont privacy by design. J'ai mis également d'autres liens qui vous montrent de nombreux autres outils alternatifs, parce qu'évidemment, je ne vais pas plutôt vous présenter, et puis également d'autres liens qui vous présentent différentes organisations et associations qui essayent de faire connaître nos droits et d'essayer de nous protéger. Merci Adrien. Écoute, pour le moment, on n'a pas de questions. Pas de questions vues. Moi, ce que je vous propose, c'est donc de vous annoncer déjà le prochain Tech Hour. Donc, ça sera début janvier sur un sujet plutôt orienté sur les techno Microsoft avec Mediater. Je reviendrai vers vous pour vous l'annoncer sur le meet-up, mais ça sera probablement autour du 10 janvier. J'ai un peu oublié la date. Je n'ai pas de questions pour le moment. Moi, je vous propose de conclure ici.
si on n'a pas de questions. Si vous avez toutefois des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser via le Meetup en commentaire et du coup, Adrien se fera un plaisir de vous répondre donc à toutes vos demandes. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Adrien pour cette présentation et puis bah du coup à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.